Mais ça n'en finit pas, et puis tu nous as encore fait une miniature du grand art. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir un dernier mécanisme que l'on peut retrouver et ainsi mieux appréhender le monde de la génétique médicale. C'est un mécanisme qui est le plus souvent lié à des variations faux sens, des variations qui... Ouais, je sais, des mutations qui vont changer un acide aminé en un autre dans la protéine. Oui, mais on dit variation. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Tu me casses les couilles. J'ai compris. Oui. Tu vas voir, c'est le dernier mécanisme dont je veux te parler. Et on aura fait un sacré bond en avant dans les explications des mécanismes sous-jacents aux variations génétiques. On pourra parler beaucoup plus facilement des maladies génétiques ensuite. Donc tu vas nous parler du gène qui fait qu'on est grand ou petit. Pas vraiment. Et avant de te parler de ce que l'on observe pour certaines mutations, variations et toc de certaines variations de FGFR3. Je voudrais rapidement te présenter le gène et la protéine qu'il code avant de te présenter les affections dont il est responsable. Le gène FGFR3, ça veut dire fibroblast growth factor récepteur 3. En français, ça donnerait récepteur du facteur de croissance des fibroblastes, donc la protéine codée est un récepteur. Un récepteur? Les récepteurs. Alors, tu vois les cellules communiquent entre elles et avec leur milieu qui les entoure. Elles reçoivent des signaux chimiques auxquels elles répondent par d'autres signaux. Pour capter ces signaux, il leur faut des protéines particulières à la surface des cellules que l'on nomme récepteurs. FGFR3 fait partie de ces récepteurs. Un récepteur capte une molécule, ce qui l'active, et ça va déclencher toute une cascade de réactions dans la cellule pour répondre à la présence de la molécule en question. Et FGFR3, il fait quoi? Alors avant, il faut que je schématise très rapidement comment les os apparaissent chez nous, les humains. Globalement, à l'emplacement de l'os se crée une trame de cartilage qui va s'ossifier. Et ce qu'il reste de ce cartilage initial, on le retrouve chez les enfants, ce sont les cartilages de croissance, qui, comme leur nom l'indique, permet de grandir et qui disparaissent chez les adultes. Tu veux dire qu'avant d'être ossifié, on est tout mou? Pas vraiment. Tiens, ton nez. Quoi, ton nez? Bah c'est du cartilage, et ce n'est pas tout mou. Bon, revenons à nos moutons. Lors de la formation de l'os, les cellules du cartilage, que l'on nomme des chondrocytes, doivent se multiplier avant de se transformer en d'autres cellules pour faire véritablement de l'os. D'accord, donc pour faire de l'os, il faut d'abord faire du cartilage avec des cellules, puis elles se transforment pour faire de l'os. Et FGFR3 là-dedans, c'est un récepteur de trucs de croissance de fibres machin? Schématiquement, c'est ça. Et FGFR3, c'est une protéine réceptrice qui capte une molécule nommée facteur de croissance. On retrouve ce récepteur notamment sur la membrane des chondrocytes. Attends, les fibromachins, c'est quoi là? Les fibroblastes. C'est juste que initialement on a identifié la protéine chez les fibroblastes, mais c'est la même chez les chondrocytes. Ah, d'accord. Donc, quand tu as une variation qui bloque FGFR3, tu empêches la cellule de capter le facteur de croissance et du coup le chondrocyte ne se multiplie pas. Mais tu nous as déjà parlé de ce mécanisme. Quoi? C'est pas ça? Non. Et il est temps que je te présente ce que les patients peuvent avoir comme signe clinique. Il y a 3 présentations possibles liées aux variations dans le gène FGFR3. L'hypochondroplasie, les membres sont plus courts que la normale, il n'y a pas de particularité morphologique au niveau du visage, et la taille moyenne est comprise entre 132 et 147 cm. L'achondroplasie, les membres sont très raccourcis, il y a quelques particularités au niveau du visage et des mains, et le terme historique est nanisme rhizomyélique. En écrivant cette vidéo, j'ai découvert la chaîne de Bernard qui présente une achondroplasie. Il explique très bien cette affection et le vivre avec. Certaines de ces vidéos sont vraiment chouettes et je vous les mets en fiche et en description. Et la dernière affection, c'est ce que l'on appelle le nanisme thanatophore. Attention, les images qui vont suivre peuvent être rudes car on touche à une discipline nommée la phétopathologie. Vous pouvez directement aller au timecode affiché sur l'écran, mais juste souvenez-vous que les fœtus ne sont pas viables. Toujours là? Je vous aurais prévenu, vous avez toujours le temps d'aller au timecode. Ok. Bon, c'est une affection qui est mortelle pour les fœtus, avec les os longs, comme le fémur et l'humérus, très courts, voire déformés, et un crâne en trèfle qui empêche le bon développement cérébral. Le thorax est étroit avec des anomalies des côtes. Bon, je vous le redis, c'est hyper grave et ce n'est pas viable. Ah ouais, je blaguais pas en fait. Promis, je ne mets plus d'image. Bon, ces 3 affections, disons de la moins sévère, l'hypochondroplasie, à la plus sévère, le nanisme thanatophore, sont liées à des variations autosomiques dominantes faux sens dans FGFR3. Ça, on s'en doutait. Mais les variations qui donnent une hypochondroplasie ne sont pas les mêmes variations qui entraînent une achondroplasie. Et c'est pareil pour le nanisme thanatophore. Elles ont par contre un mécanisme similaire. Ce qui les différencie, c'est leur localisation dans le gène FGFR3. Donc, un gène, 3 affections,
3 groupes de variations distinctes, mais un mécanisme similaire. Bon, tu vas le lâcher le morceau? Eh bien, dans les 3 cas, la variation génétique dans FGFR3 va donner une protéine qui est trop active, et ça va empêcher l'os de grandir. Hein? Mais c'est pas logique, t'as dit que c'était un facteur de croissance. C'est quoi dans le mot croissance que t'as pas compris? Il se trouve que lorsque le récepteur FGFR3 capte le facteur de croissance... Alors on va s'arrêter quelques instants dans la vidéo avant que je raconte des âneries. Lorsque FGFR3 capte un facteur de croissance, il va dire au chondrocyte de se multiplier. Sauf que le chondrocyte, ce n'est pas la cellule qui fabrique de l'os, mais la cellule qui va fabriquer ce qui vient avant l'os, un progéniteur d'os. Donc s'il y a trop de chondrocytes et que ces derniers ne peuvent pas mourir, eh bien l'os ne va pas se former. Je sais, c'est bizarre, mais pas tant que ça. Lorsque les récepteurs sont normaux, ils permettent de contrôler la croissance de l'os. Bon, du coup, les variations dans FGFR3 donnent un récepteur qui est actif, et ce, même s'il n'y a pas de facteur de croissance. Plus le récepteur est actif constitutionnellement, c'est-à-dire sans la présence de facteur de croissance, plus l'atteinte sera sévère. Ainsi, les variations dans l'hypochondroplasie, le récepteur est déjà activé spontanément, sans facteur. Pour la chondroplasie, le récepteur est activé spontanément, mais de manière encore plus forte. Et pour le nanisme thanatophore, encore bien plus forte que dans les 2 autres cas précédents. Ok, donc il y a des variations génétiques qui entraînent une suractivité des protéines qu'ils codent? Oui, c'est une variation dite gain de fonction. La plupart du temps, ce sont des variations faux sens, donc qui changent un acide aminé en un autre. Par exemple, pour la chondroplasie, c'est quasiment toujours au même endroit que ça intervient, avec une variation au niveau du nucléotide 1138, qui sur la protéine va remplacer une glycine en une arginine. Bref, c'est un peu le même topo pour l'hypochondroplasie, où l'on retrouve 6 variations qui sont toujours les mêmes. Et dans le nanisme thanatophore, il y a une quinzaine de variations dites récurrentes, qui reviennent quasiment tout le temps. Ok, mais du coup, s'il y a une variation de perte de fonction dans FGFR3, on est plus grand parce qu'il y a plus d'os? Chez la souris, il semblerait que oui. Et chez l'homme, il est décrit un syndrome, le syndrome Catchl, C-A-T-S-H-L, où une perte de fonction partielle, donc d'une des 2 copies, entraîne une grande taille, mais aussi d'autres symptômes. Et les Dalton? Alors encore une fois, utiliser les Dalton est peut-être un peu putassier. Mais pour Joe et le Dalton juste un peu plus grand que lui, on pourrait y voir une forme d'achondroplasie et d'hypochondroplasie. Après, Avrel n'est pas en reste. Dans ces 3 vidéos, et grâce aux exemples, on a pu décrire 4 mécanismes qui sont très récurrents lorsque l'on parle de variations génétiques. On a remarqué que pour comprendre une variation génétique, il faut essayer de comprendre le rôle de la protéine codée par le gène. C'est le travail quotidien de toutes les équipes de génétique, qu'elles soient au contact des patients, en laboratoire de diagnostic ou en laboratoire de recherche. Grâce aux épisodes déjà tournés, on pourra parler plus facilement de maladies génétiques à l'avenir.